Bonjour, aujourd'hui nous recevons Éric Boisseau Bonjour, pour la deuxième fois. pour la deuxième fois. Voilà, donc soyez le bienvenu. Merci. Nous recevons dans le cadre des entretiens publiés sur le web, sur YouTube par La Glorieuse depuis 7 ans. Voilà, alors vous êtes écolo, ni de droite ni de gauche. Devant et en avant. Spécialiste des mobilités, expert ferroviaire, train de nuit, RER métropolitain. Vous étiez ex-conseiller Sorel, vous aviez rejoint la liste Altrad, mais vous êtes parti quand l'attelage Olivier Gaillard est arrivé. Oui, Depuis 2017, vous êtes président d'Objectif Train de nuit, et une association pour préfigurer les trains de voyageurs et de fret la nuit. Voilà. Autre chose pour vous présenter? je suis président de l'association Objectif Train de Nuit, qui porte le modèle économique de la mixité, marchandises et voyageurs, pour les trains nocturnes et les trains diurnes sur la grande distance. D'accord. Ok, donc avant de passer aux questions, le 1070 de La Glorieuse, Oui, le numéro. Donc on revient sur Louis Picamol. Vous savez qui c'est Louis Picamol? C'est un ex-champion de rugby qui part à la conquête de l'Europe. Il est passé de numéro 8 de l'équipe de France de rugby à numéro 5 de l'Alliance rurale. C'est une liste pour les européennes. Une liste de chasseurs, de pêcheurs et d'agriculteurs. Pour résumer. Vous avez entendu parler? Cette liste la liste dite rurale a été initiée principalement par des chasseurs. C'est la suite d'une ancienne formation politique qui s'appelait Chasse, Pêche, Nature et Tradition, qui avait eu un certain succès à la charnière des années 90 et 2000. D'accord. Bon, à l'intérieur, on revient sur l'affaire Vasquez de la Fosse. On titre un article Vasquez en mode Bérou. Vous connaissez Vasquez? J'ai écouté François Vasquez lorsqu'il a fait une conférence au Dôme sur le traitement des déchets dans l'objectif de réduire quasiment à zéro les déchets résiduels. Il avait exprimé à ce moment-là les difficultés qu'il avait auprès des dirigeants de la métropole qui manifestement préféraient réduire les dépenses immédiates plutôt que d'investir dans le futur. Autre article dans La Glorieuse cette semaine, un excellent dossier rédigé par Audrey Prieur sur Améthyste, les frais de siège, une usine à gaz. En fait, Améthyste, il a payé une facture de 619 000 euros. Non, il a fait une facture de 619 000 euros à la métropole. Ça s'appelle des frais de siège. C'est des espèces de cerises sur le gâteau dans les délégations de services publics. C'est connu de personne et on a déniché cette drôle d'affaire. Voilà, bien sûr, c'est les contribuables qui payent. Voilà, ensuite un article Voyage. Nos élus sont partis à 55 pour Kifa. C'est à 500 km dans le désert, en Mauritanie, à l'est de Nouakchott. Vous voyez où c'est à peu près? Je vois à peu près. Voilà, c'est entre Marrakech et le Sénégal. En Mauritanie, il y a le train le plus long et le plus lourd du monde. Oui, j'ai vu un reportage là-dessus, passionnant. Oui. On revient sur Badinter, donc quand il fracassait Georges Frêche. Apparemment, il n'aimait pas trop. Et un article sur le dilettante maire de Prat de Lelez. Voilà, donc il y a plein de choses dans Le Glorieuse la semaine prochaine. Très bien. Voilà, Éric Boisseau, quelle est votre relation avec les écologistes locaux? Aucune. Mais encore. Ils vivent leur vie et moi je promeus le modèle économique du train de nuit. Ça ne les intéresse pas vos travaux, vos de recherche sur les mobilités?
Manifestement, non. Eux, ils font de la politique, vous faites quoi, vous? Bien. Nous, dans l'équipe d'experts ferroviaires que j'ai rassemblée, nous voulons développer, d'une part, des trains grandes lignes qui soient accessibles financièrement, comme on peut trouver en Espagne, en Italie, en Allemagne par exemple avec Flixtrain. Aujourd'hui, le TGV tel qu'il est produit par la SNCF, l'Inouï est très cher au moment des pointes, et il n'y a pas de train de nuit en nombre suffisant, une desserte en train de nuit en nombre suffisant. On prétexte que les trains de nuit ne sont pas rentables. C'est le ministre des Transports, Alain Vidalis, de François Hollande, qui avait dit les trains de nuit ne sont pas rentables, donc on les supprime. Et François Hollande avait dit au même moment, mon ennemi c'est la finance. Donc nous on s'est dit, il faut trouver un modèle économique. C'est pas socialiste, quoi. Supprimer un train de nuit au prétexte qu'il n'est pas rentable quand on dit qu'on est socialiste, ça nous a surpris. Donc nous nous sommes dit, il faut que les trains de nuit aient un modèle économique qui fonctionne de manière à ce qu'ils circulent, soient bénéficiaires et ne soient pas dépendants des variations des politiques. Alors, comme vous êtes un expert en train, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi les Français se font défoncer lorsqu'ils utilisent les trains, alors que les trains devraient coûter beaucoup moins cher. Le prix des trains est excessif. Aujourd'hui, vous prenez l'avion, c'est moins cher que de prendre le train. Oui. Comment vous expliquez ça, Monsieur Train? Les avions, les billets d'avion moins chers, ce sont les billets proposés par les compagnies aériennes low cost comme EasyJet, Volotea et Ryanair sur des destinations transversales. Par exemple, Montpellier-Strasbourg, Montpellier-Lille, Montpellier-Nantes. Ce sont des avions que j'ai testés, que j'ai utilisés. Quand vous avez sur Montpellier-Lille un TGV à 90 € et que Volotea vous propose un avion à 30 €, eh bien, vous testez l'avion. Mais expliquez-moi quand même, parce que dans un train, je ne sais pas combien on met de personnes, mais on met 1000, 2000 personnes. Dans un avion, on met 100 personnes. Et, in fine, prendre l'avion, c'est moins cher que le train. Alors, derrière... C'est la SNCF qui est une société qui n'est pas vertueuse? Ce n'est pas faux. Derrière, c'est ce qu'on appelle, du point de vue de l'économie des transports, la productivité des facteurs. Oula, les sociétés d'avions font tourner leur avion du matin au soir. Une rotation, c'est 4 heures. 1 heure de vol, une demi-heure de préparation, une demi-heure de nettoyage, plus une demi-heure de préparation. Donc 2 heures aller, au total 2 heures retour, ça fait 4 heures. 4 fois 4, 16. Donc sur une période de 16 heures, l'avion a fait 4 allers-retours. Mais ça fait 400 personnes, alors qu'il y en a 4000 dans un train. Non. Ça fait les avions d'aujourd'hui, les Airbus A320 font 150 à 200 places. Oui, mais bon, il n'y a pas que des Airbus A320 là. Les compagnies aériennes du type Ryanair, Volotea utilisent des Airbus A320 ou des Boeing 737. Ce sont des avions qui ne coûtent pas très cher, qui sont fiables, qui sont produits depuis longtemps, et ces compagnies aériennes n'ont qu'un seul parc, qu'un seul type d'avion, et elles savent leur faire produire du trafic à bas coût. Le client qui a le choix de l'horaire, qui n'est pas contraint par l'horaire, va prendre le prix. SNCF avec Ouigo s'est inspiré des compagnies aériennes et fait tourner les TGV Ouigo 2 fois plus de kilomètres que les TGV Inouï. Et c'est ainsi, avec un personnel qui accepte ces rotations accélérées, c'est ainsi que SNCF arrive à proposer des Ouigo à 10, 15, 20 € quand la réservation est faite à l'avance. Et au dernier moment, même un Ouigo peut coûter 100 € au dernier moment. Et dans une compagnie aérienne, low cost, au dernier moment, le billet d'avion peut atteindre 150, 200 €. C'est ce qu'on appelle le management des capacités.
Mais ça, c'est pas pour favoriser le transport de la SNCF, qui est plus vertueux en matière d'économie d'énergie quand même. Le ferroviaire est plus vertueux, mais le système économique et financier pénalise le ferroviaire à la différence de l'avion. Pour le ferroviaire, il y a des péages d'utilisation de l'infrastructure, et Oui, comme les péages routiers. C'est amorti quand même, ces Non, péages. les péages sont excessivement chers pour un TGV Inouï. Le montant des péages peut atteindre, pour un billet d'une personne, peut atteindre 50-60% du prix du billet. Le péage qu'on paye à qui? Alors, le péage, ce qui est payé par SNCF, le transporteur, SNCF Voyage, le transporteur, à SNCF Réseau, le gestionnaire d'infrastructure. C'est pas abusé, comme disent les jeunes. C'est derrière ce système, nous avons le ministère de l'économie et des finances, Bercy, qui a décidé que c'est les clients voyageurs qui devaient contribuer énormément au financement de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire. D'accord. Bon. Donc, nous avons un système ferroviaire dont les péages sont les plus coûteux d'Europe. Donc, c'est ce qu'on appelle du malthusianisme ferroviaire. Ok. Bon, revenons à Montpellier. Là, la semaine dernière, il y a eu un chicaya entre Vasquez et Delafosse. Ça a été repris par notre journal et sur nos vidéos Twitter. Est-ce que vous comprenez ce problème? Un contrat est un contrat. Un contrat doit être respecté. J'ai cru comprendre, au travers de l'exposé de François Vasquez, lorsqu'il est venu présenter sa délégation au Dôme il y a quelques années, qu'ils avaient passé un contrat, les écolos conduits par Coralie Mention et la liste conduite par Michael Delafosse, sur l'objectif zéro déchet. Donc, ce contrat doit être respecté. Il se trouve, d'après ce que j'ai compris dans la presse, que la métropole choisit de remplacer, si j'ai bien compris, l'usine de méthanisation à Métis par un incinérateur. C'est ça. Je fais partie de ceux qui, dans les années 90, étaient opposés au choix d'un incinérateur pour traiter les déchets qui étaient stockés du côté de Villeneuve-les-Maglones, entre Latte et Villeneuve-les-Maglones, là-bas. Et Nicole Stamm et Jean-Louis Romégas, lorsqu'ils ont passé accord aux élections municipales de 2001, ont mis, dans les conditions de l'accord, une usine de méthanisation à Montpellier et pas d'usine d'incinération. Moi, je reste, je suis sur mais ce contrat. Ça marche pas et ça coûte une blinde. Alors, François Vasquez est sur ce contrat de zéro déchet résiduels et de méthanisation. Améthyste, d'après ce que je connais, est une usine non pas de méthanisation pure, mais de tri mécano-biologique. C'est-à-dire qu'au lieu que le tri de toutes les matières fermentescibles soit fait à la source par les producteurs de déchets, que ce soit des entreprises, des restaurants ou que ce soit des particuliers, les ménages, les poubelles, c'est du tout venant et c'est trié et il reste dans ce qui passe au méthanisateur des matières non fermentescibles. Ce qui fait que le compost qui est produit, soi-disant compost produit, n'est pas utilisable dans l'agriculture. C'est un choix d'une technique qui est inappropriée. Aujourd'hui, on sait parfaitement traiter les produits fermentescibles sans être obligé de passer par le tri
mécano-biologique. Et François Vasquez est connu sur Montpellier pour avoir milité, et militer toujours, pour que Améthyste ne soit qu'une usine de méthanisation et pas une usine de tri mécano-biologique. Et il a été choisi, d'après les informations publiées, il a été choisi par l'équipe écolo au regard de sa compétence sur le traitement, le recyclage, la réutilisation de ce qu'on appelle les déchets, à la différence de nombreuses personnes qui veulent avoir le statut d'élu. Lui, François Vasquez, fait partie de ceux qui valorisent leur statut d'élu pour agir positivement dans la réduction des déchets. Et dès lors que ce contrat passé sur la réduction des déchets n'est plus respecté, il est tout à fait compréhensible que François Vasquez se révolte. Après, je ne suis pas un expert en traitement des déchets. Mais pour moi, je dirais un contrat est un contrat. Il se respecte. Ouais. Bon, on va passer sur la gratuité. Déchets, gratuité. Il y a des sujets. Les Insoumis ont dit la gratuité c'est pourri. Ce n'est pas faux. Vous êtes d'accord avec eux? Il n'y a pas que les Insoumis qui disent que la gratuité est contre-productive. Elle est contre-productive. Ici, Luc Egoumenides, ancien directeur de TAM, s'est exprimé de manière très diplomatique pour dire que la gratuité était une impasse. Les experts en économie des transports estiment que pour Montpellier, le coût de la gratuité, c'est autour de 50 millions d'euros. Même si la métropole dit que c'est financé grâce à l'augmentation du versement mobilité dû à la dynamique économique, la création d'activités, le versement mobilité est payé par tous les employeurs, toutes les organisations qui emploient plus de 10 salariés, et uniquement les organisations qui emploient plus de 10 salariés. Ces organisations, ces employeurs sont répartis sur toute la métropole, pas uniquement autour de la gare centrale. Ces employeurs qui versent ce qu'on appelait le versement transport, aujourd'hui le versement mobilité, qui versent cette contribution financière, attendent en retour une offre de services qui permettent à leurs employés de bénéficier, d'utiliser le transport public. Ces 50 millions d'euros qui manquent chaque année, ça représente 300 millions d'euros au bout de 6 ans. Et ces 300 millions d'euros représentent le coût des 2 lignes de tramway de Besançon. 2 lignes de tramway de Besançon. Actualisées. C'était 250 millions au moment de l'inauguration à Besançon. Donc, c'est un choix qui aurait dû être présenté à l'ensemble des électeurs. L'ensemble des électeurs de la métropole, ce sont les électeurs de 31 communes. Voilà. Je reviens de Strasbourg. Toutes les entreprises doivent payer, même celles qui ne sont pas desservies. On imagine qu'il y a 50% des entreprises sur la métropole qui ne sont pas desservies par les transports, à peu près. Oui. On peut dire un chiffre comme ça. Voilà. Peut-être moins, peut-être plus, enfin je ne sais pas. Et celle-là, elle paye quand même. C'est la loi. D'accord. Tous les employeurs employant plus de 10 salariés sont obligés de payer le versement mobilité à plus de 2% parce qu'il y a un réseau de transport collectif en site propre. Il est normal, en retour, qu'ils aient un service de transport. Je rajoute, puisque Aubagne nous est venue, la présidente de la métropole d'Aubagne, de la communauté d'agglomération d'Aubagne, est venue il y a plus d'une dizaine d'années pour nous expliquer pourquoi ils ont fait la gratuité. Ils ont fait la gratuité parce qu'ils passaient de 96 000 habitants à 101, 102 000 habitants. Le fait de passer ce seuil
leur permettait d'augmenter le taux du versement mobilité de 50%. Et cette augmentation de 50% du taux du versement mobilité représentait plus que ce que coûtait la gratuité. D'accord. Voilà. Et à Pine, ça ne représentait que 10% les recettes. Donc, ce n'était pas au détriment de l'offre de services. Et la présidente de l'agglomération d'Aubagne rajoutait qu'il desservait toute toute l'agglomération, y compris les zones d'activité économique, et les employeurs exprimaient leur satisfaction parce qu'ils avaient un service rendu face à une taxe qu'ils payaient. Donc c'était gagnant-gagnant. Est-ce que le prochain président de la métropole devra revenir sur la gratuité des transports? La métropole, c'est une élection indirecte. D'abord, c'est une élection du conseil municipal. Il se trouve qu'à Montpellier, seule une liste d'une commune portait la gratuité. Cette liste d'une commune a eu moins de 17% des voix au premier tour. Cette commune ne représente que, en 2020, un peu moins de 300 000 habitants, alors que la métropole représente presque 500 000 habitants. Donc, 16% des électeurs, au premier tour, ont choisi une liste prônant la gratuité. Tous les habitants de toutes les autres communes, comme les électeurs, les 84% d'électeurs n'ayant pas voté pour la gratuité, ont constaté ensuite que cette mesure tarifaire était appliquée sans même une mise en débat. En fait, ces 16%, ça représente à peu près 15 000 habitants. Donc 15 000 votants ont imposé à 500 000 habitants cette gratuité. Ce que vous voulez dire. On peut simplifier ainsi. D'accord. Je reviens. Avant Strasbourg, j'étais à Lyon. À Lyon, j'ai utilisé le tramway. Les collègues m'ont dit, tu poses ta carte bancaire sur le valideur et tu es en règle. J'étais à Boirargues. Oui, vous avez posté quelque chose hier soir. Et j'étais à Boirargues. Je vois à la station de tramway de Boirargues 2 distributeurs de billets. Je lui dis, tiens, on peut acheter un billet. Je me rapproche du distributeur, il est éteint. À côté de moi, un quadragénaire se rapproche pour acheter un billet. Je lui dis, il est éteint. Il va à l'autre distributeur sur l'autre quai qui est éteint aussi. Il revient et il dit, bon ben, je vais voyager sans billet. Voilà, un voyageur, un passager qui voulait être en règle, acheter son billet, il ne peut pas. D'accord. Alors, nous aurions ces valideurs prenant une carte bancaire à l'intérieur de tramway, on est en règle. Alors, à Montpellier, on a privilégié la gratuité plutôt que la mise en place du zéro déchet. Est-ce que c'est pas une aberration écologique dans une métropole de 500 000 habitants? Et quel est votre regard en tant qu'écologiste là-dessus? L'objectif est de réduire le plus possible les déchets. Donc, on investit dans la réduction des déchets. Investir, ça veut dire dépenser. Ensuite, le cercle vertueux, il y a un retour sur investissement. Tout entrepreneur, toute entreprise connaît le cycle investissement, retour sur investissement. Donc, le cycle investissement, retour sur investissement, c'est je dépense maintenant et je fais des économies plus tard. Ultérieurement, François Vasquez nous avait expliqué pourquoi, en dépensant maintenant, on gagnerait, la métropole gagnerait beaucoup d'argent ensuite. Sauf que ceux, d'après ce qu'a dit François Vasquez au DOM, ceux qui décident à la métropole ont considéré qu'il fallait d'abord faire des économies en fonctionnement ou comme en investissement, fût-ce au détriment
du fonctionnement et des investissements futurs. D'accord. Donc votre dada, c'est aussi le RER métropolitain. Oui. Ça en est où, votre projet là vous allez créer une compagnie ferroviaire, je crois, dans peu de temps. Alors ça, c'est un autre sujet pour l'instant. Concernant le réseau express métropolitain, le président de la République, fin 2022, a déclaré qu'il fallait créer une dizaine de réseaux express métropolitains. Donc, tous les présidents d'intercommunalités, métropoles, agglomérations ont dit « je veux faire partie des territoires qui seront labellisés réseau express métropolitain ». À Strasbourg, ils n'ont pas attendu, puisque depuis 3-4 décennies, la région Alsace, d'une part, et la métropole de Strasbourg, d'autre part, quels que soient les dirigeants politiques à la tête de ces deux collectivités territoriales, sont dans la même direction, le report modal, la réduction de l'autosolisme, avec une politique offensive, fréquence, cadence pour les trains, réseau de tramway étendu. Donc il est très facile aujourd'hui à Strasbourg, sur la métropole de Strasbourg, d'utiliser les trains, les tramways, les autobus. C'est très bien coordonné et qui plus est, la tarification permet d'aller de l'autre côté du Rhin, en bas de Württemberg. Il y a une réciprocité. Ici, depuis 1970, nous n'avons plus d'étoile ferroviaire. Nous avons Georges Frêche qui a conçu un réseau de tramway performant, mais depuis que Georges Frêche nous a quittés, c'est l'immobilisme. C'est l'immobilisme pendant que la croissance démographique se poursuit à vive allure. Certains, à Montpellier, à la métropole, se gargarisent que Montpellier a dépassé Strasbourg. Venant de Strasbourg, ayant passé deux jours à Strasbourg, je considère que Montpellier est très en retard par rapport à Strasbourg. Et les trains de nuit, alors les RER métropolitains? Les RER métropolitains, c'est de la cadence, de la fréquence aux 30 minutes. Sur Strasbourg, sur la ligne Strasbourg direction Épinal, celle qui dessert l'aéroport de Ensheim, c'est un train tous les quarts d'heure, de 5h du matin à minuit, tous les 15 minutes. Ici, à Montpellier, vous prenez la direction de Sète, il y a un projet de pôle d'échange multimodal à Villeneuve-les-Maguelones, vous avez 7 à 9 trains par jour qui s'arrêtent à Villeneuve-les-Maguelones. C'est foutage de gueule, quoi. Donc, créer un pôle d'échange multimodal à Villeneuve-les-Maguelones pour 7 à 9 trains qui s'y arrêtent ne permet pas le report modal à la hauteur des enjeux. Pas du tout. Ce sont uniquement du domicile-travail opportuniste, c'est-à-dire parce que l'horaire correspond, et encore faut-il que les trains ne soient pas en retard quand vous avez un accident, un passage à niveau, quand vous avez un suicide, un dysfonctionnement de la signalisation, un feu aux abords des voies. Donc c'est pas fiable. C'est pas fiable. Donc les personnes qui habitent sur Villeneuve-les-Maguelones, qui habitent sur Mirval, qui habitent sur Frontignan, en Frontignan il y a un peu plus de trains. Mais elles vont prendre la voiture. Donc on n'a pas résolu le problème de l'autosolisme. Alors moi j'ai une question que je vous ai déjà posée, mais qui me... Il y a des lignes de train, il y en a partout dans la région. Il y a des lignes de train, des anciennes lignes de train. Ah oui, oui. Il y en a partout. Oui. Il y a une ligne de train qui va de Nîmes à Saint-Afrique, il y a une ligne de train qui va de Bédarieux à Mazamet. Il y en a partout des lignes de train. Il y en a une qui allait de Montpellier à Lodève. Il y en a une qui allait de Pézenas à Lodève. Enfin, il y en avait partout. Elles ont tous été démantelées. Alors, pourquoi, à la place de ces anciennes lignes de train, sur lesquelles on pourrait mettre des wagons et puis des sortes de RER régionaux, on ne les réhabilite pas et on en fait simplement des pistes cyclables? Une piste cyclable, j'ai utilisé celle
du côté de Saint-Genès-de-Mourgues, situé sur l'ancienne ligne Montpellier-Castries-Sommières, Quissac à l'est, fermé au service voyageurs en 1970. Je l'ai utilisé en vélo, dans le sens Sommières, Saint-Genès-des-Mours, Castries. C'est une piste cyclable, une voie verte, qui est inutilisable pour un cycliste qui se déplace à l'allure d'un cycliste autour de 20-25 km/h. Vous y rencontrez, par exemple, si c'est le samedi et le dimanche, vous y rencontrez des piétons, pourquoi pas un piéton, avec des enfants, avec des chiens, et donc vous ne pouvez pas rouler à une vitesse normale. C'est un gaspillage à 500 000, 1 million d'euros. Georges Frêche c'était programmé, voulait réutiliser ces anciennes voies ferrées pour prolonger le tramway. Bien. Mais les successeurs de Georges Frêche ont décidé de stopper ce qu'ils appelaient le tout tramway. Philippe Sorel a stoppé dès 2014 le tout tramway. J'étais dans une réunion à la métropole où le consultant disait, qui avait été retenu, faisait dire implicitement que le volume des déplacements nécessitait de recourir au mode ferroviaire. Philippe Sorel avait dit non, je ne veux plus entendre parler de tramway. Donc le consultant a écrit qu'il fallait faire du bus à haut niveau de service, mais on sait que le bus à haut niveau de service, il suffit d'interroger Luc Egoumenides ou Marc Le Tourneur, le prédécesseur de Luc Egoumenides, pour savoir que le mode ferroviaire transporte sur la même ligne que le mode routier 2, 3, 4 fois plus de personnes. Parce que c'est l'attractivité intrinsèque du mode ferroviaire. Très bien. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à Montpellier pour répondre au mot des transports? D'abord, poser le bon diagnostic. Tous ceux qui encombrent la voirie aujourd'hui, sur Montpellier, matin, midi, soir, ne font pas des déplacements de 2-3 km. Font des déplacements de 10, 15, 20 km et plus. Donc, c'est en leur proposant une offre de transport collectif adaptée que l'on réduira l'autosolisme. Georges Frêche l'avait intégré. Il avait programmé la réponse. Je me souviens de ses exposés au moment de la création de la première ligne de tramway, 1995-2000, 2000-2005. Il projetait des cartes où le tramway allait à Lunel, le tramway allait à Poussan, le tramway allait à la Grande Motte. Voilà. Georges Frêche nous a quittés en 2010. Ses successeurs, manifestement... Ils ne sont pas au niveau? Par rapport à ce qu'avait programmé Frêche, le pire, et je le disais lorsque j'étais au collectif pour la ligne 5 de tramway, c'est que le stop de Philippe Sorel à la ligne 5 de tramway ne concernait que le transport public, le tramway. Par contre, ce qu'avait programmé en même temps, le et en même temps de Macron, c'était aussi un et en même temps de Georges Frêche. Il avait programmé en même temps de bâtir, de densifier les communes qui allaient être desservies par le tramway. Donc quand on regarde, je mets de côté la Vérule, mais quand on regarde Pignan, l'évolution démographique importante de Pignan ces dernières années, vous avez, dans un Pignan qui était viticole, vous avez aujourd'hui des bâtiments de 3-4 étages, à 500 mètres de là où Georges Frêche avait programmé de faire passer le tramway. Et arrêter le tramway à la périphérie de Montpellier, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ce sont de fausses économies, puisque les passagers ne vont pas prendre le bus, surtout celui qui est conçu, qui va passer à l'extérieur
des communes ne vont pas prendre le bus pour un trajet de 5-10 minutes, correspondre ensuite avec le tramway pendant donc le temps de la correspondance c'est 5-10 minutes, puis ensuite utiliser un tramway, le tracé de la ligne 5 est un tracé très sinueux, que ce soit celui conçu du temps de Jean-Pierre Moux ou celui conçu du temps de Philippe Sorel, ce sont des tramways très sinueux, et Philippe Egoumédidès nous avait dit qu'un tramway performant est un tramway dont le tracé file tout droit. Ce que j'ai vu à Strasbourg, et la ligne 1 de tramway de Montpellier, conçue par Francis Amance, ancien directeur régional SNCF de Montpellier, est un tramway, sauf la partie centrale de la ligne 1, est un tramway qui roule, qui est attractif parce qu'il roule, parce qu'il va vite. La ligne 5, c'est un tracé très sinueux, ce qui fait que la plupart des passagers potentiels, une fois constatés qu'ils perdent leur temps dans le tramway, iront au vélo, puisqu'aujourd'hui nous avons de plus en plus de cyclistes. Pour les courtes distances, préféreront marcher, parce que la marche, c'est très bon pour la santé. Et pour des trajets qui ne vont pas à la gare centrale, où on ne peut pas stationner sa voiture, sauf à payer cher, prendront la voiture par les chemins périphériques. Surtout si le contournement ouest de Montpellier, la déviation est de Montpellier, toutes ces rocades sont construites. Le tramway, la ligne 5 de tramway ne sera pas performante en termes de temps de parcours par rapport à la performance qu'apportera le COM. Et Georges Frêche. Ah, vous aimez bien Georges Frêche. Et oui, mais parce qu'avec le recul, on comprend pourquoi il rejetait la responsabilité de la non-réalisation des rocades routières sur l'État, parce qu'il disait c'est l'État le fautif, mais il savait très bien que tant qu'il n'y a pas de rocade, et si le tramway est performant en termes de temps de parcours, les gens prendront le tramway, et quand un client prend le tramway, il paye. Donc c'est des recettes. Donc plus de recettes grâce à un tramway performant. Très bien, je vous remercie. Merci.